sommes déjà dans le laboratoire de la fraternité cet après-midi avec les enfants de l'Espérance. Et je pense que ce que nous avons entendu est beaucoup plus important et beaucoup plus dans le sujet de ce que je vais dire maintenant. L'expression laboratoire de la fraternité est une expression du frère Aloïs de Thésée à propos de la communauté monastique de Thésée, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et il employait cette expression pour parler de cette communauté. Mais je crois qu'elle peut aussi dire quelque chose de ce qui se vit dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'école, lorsque la famille et l'école sont fidèles à leur mission d'éducation auprès des enfants et des jeunes. En effet, ces lieux peuvent devenir alors, pour les enfants, mais aussi pour les éducateurs, des laboratoires de fraternité. Et c'est cela que je voudrais essayer de vous montrer. Je le ferai en prenant les catégories d'un père jésuite philosophe, le père Gaston Fessard, qui est mort en 1978 et qui a consacré un de ses premiers livres à l'analyse des communautés humaines. Et je vais me demander dans quelle mesure cette analyse peut éclairer la tâche de l'éducation. Le père Gaston Fessard écrit son livre entre 1941 et 1942 dans la France occupée par les nazis. Et c'est dans ce contexte qu'il dégage les fondements de toute communauté humaine authentique, en particulier de la communauté politique, ainsi que les dérives idéologiques qui viennent de la perversion de ces fondements. Et ce sont ces dérives qui, à ses yeux, expliquent à la fois les échecs du libéralisme et la genèse tragique du communisme et du nazisme. Cet effort très spéculatif d'intelligence historique, apparemment très abstrait, ouvre en réalité sur un acte de discernement ignatien, tiré vraiment des exercices spirituels de Saint Ignace, très concret, et qui a aidé beaucoup de chrétiens dans le contexte de l'occupation et dans les années suivantes. Et un des premiers cas qu'envisage le père Fessard pour analyser l'exercice de l'autorité dans les communautés humaines est la relation entre un maître et son disciple. Et par ailleurs, il voit dans la famille, je cite, le type d'une communauté parfaite. Alors ce n'est peut-être pas complètement déraisonnable de lui demander, à son livre « Autorité et bien commun » des outils conceptuels pour un effort de discernement sur les conditions et sur les enjeux de l'éducation. Nous sommes, bien évidemment, dans un contexte historique très différent du sien. Mais peut-être que mon choix de cet auteur s'explique aussi par le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je sais un peu le poids qu'on fait peser sur les épaules du peuple ukrainien les idéologies meurtrières du nazisme et du communisme qui ont tellement abîmé la notion de fraternité en la réduisant à sa figure guerrière ou révolutionnaire, alors qu'elle porte en elle une instance d'universalité. Je sais aussi combien la guerre actuelle, à l'est du pays, éprouve la communauté nationale de l'Ukraine. Mais malgré cette différence entre notre contexte et le vôtre, nous avons en commun le défi de la déliaison sociale que lance l'ultralibéralisme à notre vivre ensemble. Et aussi le défi en apparence inverse que nous offre cette
nouvelle ère de l'interconnecté, l'interculturel, l'interreligieux, l'internet. La question est comment, dans ces nouveaux contextes, faire tenir ensemble le singulier intransmissible de chaque personne humaine et l'universel. Comment faire communauté pour que naisse entre nous et avec nos différences une réelle fraternité. Et comme les commencements sont toujours décisifs, comment la famille et l'école peuvent-elles devenir un laboratoire de fraternité? Je vais essayer de dégager les instruments conceptuels que le Père Fessard nous propose et d'en vérifier la pertinence pour aujourd'hui à propos de la notion de communauté éducative. Cela me conduira aussi, pour finir, à évoquer l'apport propre des communautés ecclésiales au service de cette mission éducative. Alors, mon propos aura 3 temps. Je vais d'abord réfléchir à la suite du Père Fessard sur l'autorité comme principe de toute communauté humaine et également de la communauté éducative. Le Père Fessard se demande pourquoi le nazisme et le communisme ont entraîné des millions de morts. Et pourquoi, parce que les deux questions sont liées, pourquoi les démocraties libérales ont été incapables d'empêcher cette double dérive. Et c'est cette double question qui a été à l'origine de la réflexion du Père Fessard. Et pour y répondre, il a donc analysé successivement la notion d'autorité et la notion de bien commun, en voyant dans la première, la notion d'autorité, le principe du vivre ensemble, et dans la seconde, la notion de bien commun, l'horizon de ce vivre ensemble. Et il montre alors comment le nazisme et le communisme, l'un et l'autre, procèdent de la perversion de la notion d'autorité et de la notion de bien commun. Peut-être que l'éducation, si on essaie de la reconduire à ses fondements anthropologiques les plus profonds, permet de mettre en évidence de façon très concrète la véritable nature de l'autorité et du bien commun. D'abord, en ce qui concerne l'autorité, le Père Fessard renvoie son lecteur à l'étymologie du mot français autorité. Alors, je ne sais pas si ça vaut aussi pour le russe, hein. Ça nous renvoie au latin, au géo, ou au grec, oxano, qui veulent dire tous les deux à la fois faire croître, faire grandir et augmenter et accomplir. Le dynamisme propre de l'autorité, ce qui en fonde la légitimité, ce qui en assure la fécondité, est décrit comme un processus qui va du fait au droit et du droit à la valeur. Je m'explique. L'autorité n'est légitime que si le pouvoir de fait, dans lequel elle prend toujours sa source, alors par exemple la force du vainqueur, ou l'ascendant charismatique d'une personnalité qui fédère autour d'elle les énergies, hein, si ce pouvoir de fait, on peut constater, accepte de se changer dans un pouvoir de droit qui va le légitimer en l'institutionnalisant et qui va par là même aussi l'universaliser. Mais ça ne suffit pas, encore faut-il que ce pouvoir de droit se soumette lui-même à l'autorité plus haute de valeurs à la fois universelles et concrètes. Si bien que l'autorité de la valeur devient le bien commun de celui qui exerce l'autorité et de celui qui est soumis à l'autorité. Et c'est pour cela que, de manière un peu paradoxale, le Père Fessard assigne à l'autonomie le but de se supprimer elle-même, en s'accomplissant dans la croissance de ceux qui lui sont soumis. En ce sens, écrit-il, l'essence de l'autorité, son essence, sa signification la plus profonde, c'est vouloir sa propre fin. Cette première analyse peut-elle éclairer la notion de communauté éducative? Je crois que oui.
Une communauté éducative, que ce soit une famille ou une école, relie des personnes d'âge, de savoir et de pouvoir inégal. Elle est donc d'abord toujours un pouvoir de fait qui s'impose avant toute expression institutionnelle. C'est le pouvoir des parents qui donnent la vie à leur enfant, c'est le pouvoir du maître qui sait devant l'ignorant qui lui ne sait pas. L'enfant est un nouveau venu dans le monde et il doit tout apprendre par la médiation d'autrui. Et il ne peut accéder à sa liberté personnelle que sous la condition de cette relation d'obéissance de fait à d'autres, comme à autant de médiateurs pour sa propre humanité. Mais tout comme dans le champ politique, ce pouvoir de fait, celui de la génération adulte sur la génération qui la suit, peut se caricaturer en violence et s'exercer selon le seul empire de la force ou, ce qui revient au même, de la séduction. Je ne sais pas si vous connaissez la lettre terrible que Franz Kafka écrit à son père à l'âge de 35 ans pour lui dire à quel point son père l'a empêché de grandir. Donc, une autorité qui a été exactement le contraire de l'autorité éducative. L'éducation est alors la conversion de ce pouvoir de fait, de l'adulte sur l'enfant, du savant sur l'ignorant, en un pouvoir de droit. Et je ne pense pas d'abord ici à l'expression juridique et institutionnelle de l'autorité familiale ou scolaire, même si cet aspect est important. En fait, l'aspect institutionnel et juridique est l'expression d'un lien plus profond que la subordination entre les générations. C'est un lien de mutuelle reconnaissance dans le même refus de la mort et le même désir de vivre, qui se traduit bien sûr de façon différente chez les partenaires de la relation éducative, mais qui les unit dans une même aspiration. L'enfant a le droit de grandir, et il ne pourrait pas être éducable s'il ne portait pas en lui le désir, s'il n'était porté en avant de lui-même par le goût d'être et d'être davantage. Et l'adulte, de son côté, qui a le devoir d'honorer ce droit, ne pourrait pas le faire s'il ne trouvait pas en lui-même le désir de transmettre cette vie, la vie biologique, la vie intellectuelle, la vie spirituelle qui l'anime et dont le mouvement porte bien au-delà de sa propre individualité. On peut dire que la communauté éducative naît de ce désir commun d'être plus et d'être mieux. L'autorité éducative est alors comprise au plus près de son étymologie. Elle s'ordonne vraiment à faire grandir la vie en ouvrant des horizons nouveaux, souvent d'ailleurs tout simplement par la contagion d'un enthousiasme, d'un élan de vie qui entraîne le désir de découvrir à son tour ce que le maître a découvert. Et donc il se communique cet élan de vie de personne à personne et ouvre sur l'universalité de la figure humaine. On peut alors faire un pas de plus. Cette réciprocité de désir, cachée dans toute relation éducative authentique, est elle-même subordonnée à l'objet de ce désir. Je l'ai appelé la vie. Il faudrait le préciser et le détailler selon les multiples aspects des valeurs qui donnent à la vie sa couleur, sa saveur et qui donnent aux personnes humaines leur dignité et leur responsabilité. Je peux prendre à la suite d'ailleurs du Père Fessard l'exemple de l'enseignement. Les maîtres et les élèves obéissent ensemble à l'objectivité des savoirs que le maître a mission de transmettre. Et finalement, l'autorité du maître est tout simplement celle de la vérité elle-même. Comment alors s'étonner que dans un contexte de relativisme, l'école ait quelquefois bien du mal à maintenir sa propre dignité,
si on oublie que le fondement de la relation d'autorité, c'est le respect justement, et la recherche commune, la quête commune de la vérité. L'enfant et le jeune ne peuvent accéder à la vérité, à la justice et au bien sans la médiation de maîtres qui les leur présentent comme bons, comme désirables, comme accessibles. Camus, le grand romancier, qui était orphelin de père et dont la mère était sourde et muette, dans une très belle page de son roman inachevé, Le Premier Homme, évoque douloureusement le chemin qu'il a dû parcourir pour accéder tout seul à ces biens de l'esprit qui passent normalement de conscience à conscience. Je cite, « Et lui, il avait eu 16 ans, puis 20 ans, et personne ne lui avait parlé, et il lui avait fallu apprendre seul, grandir seul, en force, en puissance, trouver seul sa morale et sa vérité. » Mais le même Camus souligne tout de même le rôle qu'a joué dans ce cheminement celui qu'il appelle Monsieur Germain, le maître qui crut en lui et qui lui donna, par son exemple autant que par sa parole, les clés du royaume des biens de l'esprit. Je cite, « Sans vous, lui écrivait-il au moment où il a reçu le prix Nobel de littérature, sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, sans votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » C'est la reconnaissance d'un grand créateur littéraire envers ce maître obscur de son enfance algérienne. Si la vérité est, comme disent les médiévaux, index sui, c'est-à-dire à elle-même son propre signe, le bien, lui, est diffusivum sui, diffusif de soi. Il se partage et en se partageant, il crée un lien entre les bénéficiaires. Ce lien n'est plus un lien de dépendance, il devient un lien de reconnaissance. L'autorité s'y achève en atteignant sa fin. Quand ton fils sera devenu grand, traite-le en frère, dit un proverbe kabyle. Le partage des biens de l'esprit qui vont de personne à personne ne relève jamais de l'économie de marché. Gratuites sont les relations entre parents et enfants. Gratuit est le miracle d'une classe rassemblée dans une commune découverte ou une commune admiration et qui est comme créée par cette commune découverte. Peut-être que dans nos sociétés marquées par l'empire croissant du numérique qui abstrait et quantifie toute chose et par la domination de l'économie de marché où tout s'achète et où tout se paie, ce lien de fraternité que crée la tâche éducative a peut-être mission de rappeler à la société globale que l'autorité est un service. Lui rappeler que sa finalité, c'est la promotion des personnes. Lui rappeler que les biens les plus précieux peuvent se partager sans se perdre. Et que même, ils s'augmentent en se partageant. Rappeler aussi que la gratuité est la source des relations les plus belles de notre humanité commune. Et je dois dire, moi je suis maintenant un très vieux professeur, que quand je rencontre des anciens élèves, c'est une telle joie partagée. Je ne comprends même pas pourquoi ça nous rend si heureux de nous retrouver 30 ans après. Alors, deuxième temps, le bien commun comme visée de la communauté éducative. Si l'autorité est au principe du lien social, la visée du lien social, c'est le bien commun. Cette catégorie est fondamentale dans la pensée politique, elle est fondamentale dans la doctrine sociale de l'Église, et le père Fessard l'analyse de près, en y distinguant de manière tout à fait analogue à son étude de l'autorité, 3 éléments constitutifs du bien commun. Alors, ce n'est plus le fait, le droit et la valeur, comme pour l'autorité, mais c'est ce qu'il appelle, ça demande explication, le bien de la communauté du bien et le bien de la communion. Alors j'explique.
notion. Le bien commun doit essayer de tenir ensemble le bien de la communauté particulière, considérée dans sa réalité de fait concrète, mais il doit aussi, en même temps qu'il honore le bien de la communauté, il doit aussi honorer la communauté du bien qui déborde les frontières de la communauté particulière pour désigner des biens auxquels tout homme aspire comme à autant de droits qu'il faut assurer juridiquement et qu'il faut respecter universellement. Et je cite le père Fessard, le bien de la communauté et la communauté du bien sont les deux aspects fondamentaux du bien commun. Le premier présente sa particularité, son inscription dans le réel, et le second présente son ouverture essentielle à l'infini. Mais la question est alors comment les unir l'un avec l'autre. Et c'est là qu'intervient la troisième notion, celle du bien de la communion, qui se réalise lorsque chacun use de ses droits universels pour assurer le bien de sa communauté particulière, et quand, de son côté, la communauté particulière inclut dans son bien propre le respect des droits universels de tout homme. Qui dit communion dit à la fois, en effet, un lien charnel par son inscription dans une réalité concrète, particulière, et spirituelle par son universalité. Ce bien de la communion engage donc directement la volonté humaine en exigeant de chacun de nous de dépasser à la fois le repli communautariste qui identifie le bien à mon bien particulier, le bien de ma communauté, point final, et qui ignore ou qui rejette les autres, mais à dépasser aussi l'universalisme abstrait qui invoque les valeurs, mais qui ne se préoccupe pas de leur donner une véritable effectivité ici et maintenant. On voit bien actuellement, d'un côté, les tentations populistes et communautaristes, et de l'autre côté, un discours abstrait sur les droits universels de l'homme, mais qui n'arrive pas à pénétrer les communautés particulières. Alors, il est bien évident que la société politique n'est pas une famille et n'a pas à être une famille. C'est toujours dangereux quand les chefs d'État se présentent comme le petit père des peuples, c'est toujours suspect. Mais la vie familiale représente l'archétype d'une communauté dans laquelle le bien de la communion peut manifester sa puissance unitive entre les personnes respectées dans leur singularité et en même temps ouvertes à l'universel. Comment, en effet, procède l'éducation familiale? Idéalement, je dis bien idéalement parce que malheureusement tous les enfants ne bénéficient pas de cela, mais idéalement la famille repose sur l'amour gratuit des parents entre eux et leur amour envers leurs enfants. Donc ce qui est premier dans la famille, c'est le bien de la communion. Le bien de la communion qui ordonne chacun au bien de l'autre dans l'amour conjugal ou parental et qui vise directement la croissance des personnes les unes par les autres et pour les autres. À l'intérieur de cet amour, l'éducation apprend aux enfants à subordonner leur égoïsme spontané au bien de la communauté familiale. Alors ça passe par les petits gestes et les contraintes de la vie quotidienne et par l'exercice de la fraternité entre frères et sœurs, ce qui n'est pas toujours facile, on le sait bien. Mais l'éducation familiale n'a pas pour but simplement le bien commun de la famille. La famille est faite pour être quittée. L'enfant devra un jour partir et les biens qu'il a reçus dans sa famille doivent pouvoir s'universaliser au-delà de la communauté familiale. Et c'est cela que l'éducation aux valeurs vécues dans la famille doit réaliser parce que ces valeurs sont porteuses d'universalité. Un jeune, un enfant, reçoit de sa famille d'abord l'orientation et la force de son élan vers le monde et vers les autres
Et c'est ainsi que le bien de la communauté familiale s'oriente vers ce que le père Fessard appelle la communauté du bien. C'est, je pense, pour chacun de nous, dans notre propre famille, sous la tutelle de l'amour, c'est-à-dire du bien de la communion, qu'on est devenu sensible à certaines injustices, qu'on est devenu capable de prendre et de tenir des engagements, de préférer la vérité au mensonge ou à l'illusion, et finalement de découvrir qu'on a beaucoup plus de frères que les quelques frères que notre famille nous a donnés. À la lumière de cette analyse, on voit d'où vient l'échec du libéralisme, du nazisme et du marxisme. Le premier, le libéralisme, n'a pas su donner une effectivité réelle à la communauté du bien. Les deux autres, qui sont nés du constat de cet échec, ont dénoncé le libéralisme, ont voulu déterminer concrètement et réaliser effectivement le bien commun. Mais l'un a réduit le bien commun à la race, l'autre a réduit le bien commun au travail, et par là, ils ont défini ce bien commun sur le seul horizon de la nature biologique pour le nazisme et nature humanisée par le travail pour le marxisme. Et en définissant de manière trop courte, humainement, anthropologiquement trop courte, le bien commun, ces deux mystiques opposés ont finalement livré la volonté humaine soit à l'orgueil de la volonté de puissance, soit à l'égoïsme de l'appétit de jouissance, deux formes de liberté qui ne pouvaient qu'entrer en conflit l'une avec l'autre et dont l'histoire est venue nous démontrer les effets mortifères. On devine alors quel rôle critique et prophétique la communauté familiale peut jouer encore aujourd'hui, et peut-être surtout aujourd'hui, par rapport à ces tentations mortifères. Et pourquoi aussi les idéologies politiques que j'ai citées s'en sont toujours prises à la famille, et ont toujours voulu, d'une manière ou d'une autre, détruire la famille. Même dans ces tourmentes violentes de l'histoire, l'engagement quotidien des parents dans l'éducation de leurs enfants a pu continuer à rendre visible, contre vents et marées, un autre visage du bien commun. Et si ce visage du bien commun reste aujourd'hui vivant et agissant dans la relation entre les adultes et les enfants, eh bien, on peut espérer qu'il irriguera toute la vie sociale. Et peut-être que les enfants, l'espérance, sont un signe que c'est bien le cas, c'est bien ce qui se passe. Alors, mon dernier point porterait sur l'apport de la foi chrétienne à cette réflexion jusqu'à présent purement philosophique. Si l'exercice de l'autorité et la visée du bien commun sont ce que le père Fessard évoque, on comprend que cela demande une véritable conversion, une option spirituelle qui, en fin de compte, nous oblige, ou nous invite en tous les cas à reconnaître qu'elle a sa source dans Dieu lui-même. Le père Fessard écrit « Cette option constitue un appel vers la médiation transcendante de Dieu dans l'humanité, un accueil à ses exigences comme à ses bienfaits. » Et cela décide peut-être le rôle des chrétiens au service de la communauté éducative dans le contexte sécularisé de nos pays européens. Il est bien évident que ce rôle n'est pas celui d'un monopole institutionnel ni un surplomb autoritaire et totalisant. Mais il ne faut pas renoncer à exister aujourd'hui comme chrétien dans l'espace public et en particulier dans le champ de l'éducation. Car la vérité, qui est le fondement dernier de l'exercice de l'autorité, comme le père Fessard le montre, et la communion, qui est le suprême bien commun de nos relations, en particulier dans la vie familiale, eh bien la vérité et la communion sont au
cœur de la foi chrétienne et peuvent donc apporter la lumière de la foi à la pratique éducative, à ses vérités partielles et à ses communions tâtonnantes. Alors je vais parler un tout petit peu de la France, peut-être la situation est différente chez vous. En France, une des difficultés les plus fortes de l'éducation publique vient qu'il s'agit de parvenir à créer dans l'espace scolaire un authentique sentiment d'appartenance entre des jeunes qui viennent d'horizons familiaux, d'horizons culturels extrêmement différents. Si l'analyse du père Fessard est juste, le bien de la communion, c'est-à-dire l'ouverture de la liberté humaine à la source de tout bien et de toute vérité, serait capable d'assurer une réelle médiation entre le bien de la communauté, tellement menacée par l'individualisme, et la communauté du bien, tellement menacée par le relativisme qui vient enfermer toutes les valeurs simplement dans la particularité. Une intelligence appauvrie et restrictive de la laïcité a souvent chassé en dehors de l'école non seulement Dieu, mais les questions humaines décisives. Celles qui ne peuvent trouver leur réponse que dans le recours justement à un horizon de vérité et à un bien de la communion qui puisse transcender les différences et faire pressentir le caractère à la fois universel et concret des biens de l'esprit. Si cet horizon est bouché par le silence ou par la peur, comment s'étonner que l'école soit si peu une véritable communauté éducative? Faute d'une ouverture à une transcendance au moins pressentie, pas forcément nommée, mais au moins pressentie, on cède soit à un communautarisme qui fragilise et qui déchire le tissu social, soit à un universalisme, mais si désincarné qu'il ne peut attirer les jeunes. Alors, il ne s'agit pas de revendiquer pour l'Église et pour la foi chrétienne une sorte de monopole de la transcendance. Il s'agit simplement d'honorer ce que la devise républicaine française dit lorsqu'elle parle de fraternité, à côté de la liberté et de l'égalité. Il n'est de fraternité réelle que grâce à un Père, même si on ignore son nom et son visage, ou si on a pour le nommer des noms différents et pour l'honorer des pratiques différentes. Pour que vive la communauté éducative, il nous faut donc oser, si nous sommes chrétiens, y introduire en acte et en vérité le bien de la communion dont le Christ nous a ouvert l'accès dans son mystère pascal. Un chrétien sait bien qu'il ne peut pas mettre la main sur la vérité, mais qu'il ne peut pas renoncer à elle. Mais l'autorité de la vérité chrétienne, c'est l'autorité d'un Seigneur qui est devenu serviteur. C'est l'autorité d'un pouvoir qui s'exerce dans le lavement des pieds et dans l'humiliation de la croix. Cette vérité au visage humble est en même temps une manifestation pour tous les hommes. En Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la particularité de l'existence de faits empiriques a été prise en charge par l'universalité d'un geste de salut qui rejoint tout l'homme et tous les hommes. Et il ne s'agit pas là d'une vérité abstraite, mais bien d'une vérité qui s'atteste concrètement dans la vie. L'Esprit Saint vient lentement, sans bruit, sans violence, libérer notre liberté et nous rendre capables de chercher et de vivre de la vérité au-delà des frontières de nos appartenances. Il n'est jamais facile de tenir ensemble ce qui nous différencie et ce qui nous rassemble. Il n'est jamais facile d'éduquer des jeunes à l'altérité d'autrui. Nous n'avons pas de remède miracle, ni de pédagogie infaillible. Mais peut-être faut-il reconnaître que la rencontre de l'autre, qu'elle soit culturelle, religieuse ou simplement interpersonnelle, est toujours un mystère de vie et de mort, un lieu de combat spirituel.
C'est pourquoi, je crois, et ça a été beaucoup mieux dit tout à l'heure, il faut conduire le mot de communion jusqu'à sa source sacramentelle et eucharistique. C'est le Christ en croix, et lui seul, qui ne cesse de détruire dans son corps la haine pour enfanter un peuple nouveau, fait de toutes ces différences qui si souvent se durcissent en opposition, en exclusion et en conflit. Il n'y a pas de vie sociale, de vie familiale, d'éducation sans pardon. Et ce pardon, il se reçoit de la croix et il s'actualise inlassablement dans l'Eucharistie par laquelle la communion entre frères devient à la fois pleinement concrète et réellement universelle. Dans la force de l'Eucharistie, nous pouvons tracer les chemins d'une fraternité tâtonnante, respectueuse des droits spirituels des jeunes, quelle que soit leur appartenance religieuse, dans la conviction qui nous vient de l'Esprit Saint que ce qui nous unit est infiniment plus important et plus réel que ce qui nous sépare. Alors les différences deviennent ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des échos dans le champ éducatif de la générosité créatrice de Dieu qui ne cesse d'inventer des différences. Les actes des apôtres, pour évoquer la première communauté chrétienne, nous disent, je cite, que ses membres étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'enseignement des apôtres ouvrait l'intelligence des premiers chrétiens à la vérité. La fraction du pain et la prière leur permettaient de puiser dans le mystère pascal une force d'aimer que la communion fraternelle pouvait alors mettre en œuvre. Ainsi, de manière infiniment simple, se créait et se vivait au plus près de sa source le mystère de grâce caché dans la notion de communauté. Laboratoire de la fraternité, toute communauté éducative a peut-être la mission de refléter quelque chose de ce mystère pour y introduire à son tour la génération nouvelle. Je vous remercie.